Vous connaissez probablement l'expression Sell in May and go away si vous êtes sur les marchés financiers et dans la crypto depuis quelques années maintenant. Mais alors cette expression très couramment utilisée est-elle vraie et faut-il l'appliquer à la lettre? La réponse, je vais vous la donner d'ici quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Pas mal de choses à dire, à voir et à travailler ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez les liens en bio et en description. Alors l'expression sell in May and go away, c'est une expression très utilisée dans la finance et sur les marchés financiers traditionnels depuis un moment et qui s'est naturellement appliquée aussi au marché crypto. Ce que ça veut dire, c'est simple, ça veut dire vendez en mai et allez voir ailleurs. Mais alors pourquoi on utilise cette expression et est-ce qu'elle est réellement vraie? Est-ce qu'il faut l'appliquer? Alors, cette expression, elle est utilisée déjà parce que, effectivement, au mois de mai, on s'approche de l'été, on s'approche des vacances, là où les institutionnels sont moins présents sur les marchés. Et donc, c'est vrai qu'en règle générale, c'est une période dans l'année où il y a un petit peu moins de volatilité, où il y a un petit peu moins d'opportunités et où les marchés sont un petit peu moins intéressants. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre et aller voir ailleurs. En effet, lorsqu'on regarde les datas historiquement, entre le mois de mai et le mois d'octobre, généralement, les marchés nous proposent des performances très intéressantes, surtout sur les marchés traditionnels, mais c'est le cas aussi sur le marché crypto. Donc cette expression, elle peut se comprendre d'un point de vue psychologique, où effectivement c'est une période où on va profiter du beau temps, on va partir en vacances, on va être un petit peu moins actif sur les marchés parce que eux aussi vont être un petit peu moins intéressants, du fait aussi que les institutionnels sont moins présents. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre et puis aller voir ailleurs. Ça, je ne suis pas d'accord. Si on regarde un petit peu plus précisément sur le marché crypto, par exemple, selon moi, la période de mai à septembre, là qui arrive, va être une période très intéressante d'accumulation et de rechargement, et non pas de vente et de vacances. Au contraire, c'est une période où il va falloir beaucoup travailler, beaucoup réfléchir et profiter justement de cette période qui va pour moi peser beaucoup dans les rendements que vous allez être capable de réaliser durant le bull run. Vous êtes probablement aujourd'hui face à la dernière période vraiment idéale et très intéressante pour vous positionner sur le marché crypto. Quant au marché traditionnel, ça va rester selon moi quand même une période intéressante, même si effectivement, juillet, août, il y aura sans doute un petit peu moins d'activité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires, et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo avec un premier petit point sur les actus du jour. À commencer par la première qui nous concerne, nous, directement, Blockchain Capital. On vous l'a annoncé hier, notre toute première levée de fonds est désormais en phase public, d'accord? Donc si ça vous intéresse, on vous a partagé toutes les informations sur nos différents réseaux et dans le serveur Discord. Et pour vous en dire un petit peu plus, eh bien on organise un webinaire jeudi à 20 h sur notre chaîne Twitch et TikTok, donc en live, avec le directeur général de la société Cryptorm, donc la société avec laquelle on réalise cette levée de fonds, et on vous expliquera en détail à quoi ça nous sert, qu'est-ce qu'on va faire avec cette levée de fonds, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, vous, pourquoi ça peut être intéressant pour vous, combien vous pouvez gagner, etc. Évidemment, ça reste un investissement avec des risques, etc. Donc, on vous expliquera tout cela aussi en détail jeudi durant le webinaire avec Cryptorm. Donc, soyez présents, c'est à 20 h sur notre chaîne Twitch et TikTok. Deuxième actualité, cette fois-ci, qui concerne les États-Unis et tout particulièrement l'entreprise MicroStrategy qui a acquis 122 bitcoins supplémentaires hier pour un montant de 7,8 millions de dollars. Donc MicroStrategy qui est aujourd'hui l'entreprise qui détient le plus de bitcoins au monde avec 214 000 bitcoins, qui continue encore et encore, mois après mois, trimestre après trimestre, d'accumuler toujours plus de bitcoins pour atteindre un total aujourd'hui, vous le voyez ici, de 13,5 milliards de dollars. C'est absolument sensationnel. Et puis de l'autre côté de la planète, cette fois-ci en Asie, on a donc à partir d'aujourd'hui les ETF Bitcoin et Ethereum Spot qui ont été officiellement lancés. Alors, il faut savoir que là, durant les premières heures, on a déjà atteint des montants en termes de volume qui ont dépassé les attentes. On est sur plus de 6,5 millions de dollars de volume qui ont été enregistrés sur les premières heures d'ouverture sur les ETF Bitcoin Spot, Bitcoin et Ethereum Spot. Oui, les ETF Bitcoin et Ethereum Spot, je vais y arriver. Et selon les analystes, eh bien, l'arrivée de ces ETF devrait attirer entre 200 et 300 millions de dollars de liquidités. C'est 2
2 fois plus que ce que les ETF américains avaient attiré au moment de leur lancement. Donc rappelez-vous, alors une fois que ça a été accepté, rappelez-vous aux États-Unis, effectivement, on a eu une petite correction, mais après, une fois que les ETF ont été lancés, ils ont amené énormément d'inflows positifs sur le marché, ce qui a entraîné une nouvelle hausse. Et on peut imaginer que probablement, eh bien, ça pourrait faire la même chose cette fois-ci avec les ETF asiatiques sur le marché. Donc ça sera très très intéressant de voir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois sur Bitcoin et comment le marché crypto va réagir à l'arrivée de ces nouveaux ETF. D'accord ? Voilà pour les petites actualités du jour, les amis. Alors, je vous en ai partagé d'autres aussi dans le serveur Discord, à commencer par Bitcoin, d'accord, qui a vu ses frais de transaction exploser depuis le halving, vous le savez, parce que tout naturellement, il y a eu le halving, mais surtout avec l'arrivée du protocole Rune, qui a fait que les volumes de transactions ont explosé, les frais de transaction aussi ont explosé. On a atteint 117 millions de dollars de frais depuis le halving. Cependant, c'est vraiment en train de se calmer très très rapidement. La hype a été de très très courte durée. Alors peut-être que ça va se relancer, mais pour le moment, on vient quand même sacrément bien respirer. Vous le voyez ici quand même. Ça s'est calmé relativement rapidement. Je vous ai aussi partagé un rapport économique concernant la situation de l'inflation en Allemagne, sur laquelle nous avons eu les résultats hier, rappelez-vous. Donc une inflation qui se maintient aux alentours des 2,2%, alors que les estimations s'attendaient à un petit rebond. Maintenant, ce que je vous ai expliqué ce matin, c'est qu'il faut mettre en perspective ces résultats, puisqu'effectivement, si on prend le calcul de manière harmonisée sur l'ensemble de la zone euro, on se rend compte qu'en fait, effectivement, on a un petit rebond de l'inflation en Allemagne à 2,4%. Et ça me permet de faire la transition parfaite avec les chiffres de l'inflation qui sont tombés justement sur l'ensemble de la zone euro il y a tout juste quelques minutes, d'accord ? Et donc sans surprise, l'inflation qui se maintient à 2,4%, d'accord, sur le mois d'avril. Là où le résultat est un peu moins bon, c'est lorsqu'on regarde l'IPC Core. Donc je rappelle, IPC Core, c'est l'inflation de laquelle on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et sur l'alimentaire. Et bien là, on se rend compte que contrairement à ce que les estimations attendaient, on a un ralentissement de l'IPC Core un peu moins important. En plus de ça, on a aussi eu les chiffres de la croissance. Alors là, c'est plutôt positif. Très bon chiffre de la croissance sur le premier trimestre dans la zone euro, avec un PIB à 0,4% contre 0,2% attendu. Donc c'est plutôt encourageant. On a une reprise, alors pas suffisante. Faut pas non plus sauter au plafond et crier ça sur tous les toits, mais on a quand même une petite reprise de l'activité économique. On l'avait vu aussi la semaine dernière avec les chiffres PMI notamment, qui nous avaient conforté un petit peu dans cette optique-là. Ce qui explique aussi d'ailleurs par ailleurs la petite reprise que l'on a actuellement sur l'inflation, c'est lié. Au-delà de ça, en termes de macro, aujourd'hui on a eu aussi d'autres résultats du côté européen, avec les chiffres de la croissance, de l'inflation en France, qui sont sensiblement les mêmes que sur l'Europe, d'accord, donc un peu plus de croissance, mais pas forcément, un peu plus de croissance, mais une inflation du coup elle aussi qui rebondit. On a eu aussi les chiffres du chômage en Allemagne qui reste élevé à 5,9% et la croissance elle aussi qui repart un petit peu à la hausse. Ça, c'était du côté européen. Et enfin, du côté asiatique, on a eu aussi les chiffres des PMI dans le secteur manufacturier. Donc là, c'est des chiffres qui sont mitigé, j'ai envie de dire. On reste dans une phase d'expansion économique, d'accord, dans le secteur manufacturier en Chine, mais c'est pas non plus sensationnel, d'accord. On a un petit peu de mieux, contrairement à ce qui était attendu par les estimations, mais c'est clairement pas sensationnel. Ça, c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et donc cet après-midi, on aura une donnée importante du côté des États-Unis avec la confiance des consommateurs, d'accord. Je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est un résultat qui est important. Pourquoi ? Parce que si les consommateurs ils ont confiance dans l'économie, confiance dans le marché, ils sont plus à même de consommer et de dépenser leur pouvoir d'achat, ce qui peut participer à un rebond de l'inflation. Et c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, un résultat qu'on va mettre en lien avec la publication du rapport NFP qu'on aura vendredi. Ça, c'est d'un point de vue purement macroéconomique. D'un point de vue microéconomique, on a aussi une journée particulièrement chargée avec les résultats d'Amazon, d'AMD, de SMCI, de McDonald's, de Coca et de PayPal, entre autres. On en aura d'autres, mais ce sont les principales. Donc, quand même des grosses entreprises qui sont pour certaines des pondérations importantes des indices américains et qui en plus de ça sont dans des secteurs particulièrement sous tension en ce moment. Je pense notamment à AMD et SMCI, donc dans le secteur des supraconducteurs et de l'intelligence
artificielle. Évidemment, des résultats comme ça, on en aura d'autres tout au long de la semaine, hein, je pense notamment à Apple jeudi qui publiera ses résultats après la clôture des marchés. Donc forcément, on va rester très très attentif à la situation du VIX qui se détend depuis une semaine, mais cette détente, elle est un petit peu anormale selon moi, elle est un petit peu trop importante, un petit peu trop exagérée, et ça pourrait repartir probablement à la hausse dans les prochains jours, et surtout sur la deuxième partie de semaine, puisque je vous rappelle que demain, on aura le FOMC, et vendredi, je vous le disais à l'instant, la publication du rapport NFP. Voilà un petit peu pour tout ce qui était actu, micro, macroéconomique. On va désormais pouvoir se tourner d'un point de vue technique sur les marchés. On va commencer ce matin avec un petit point sur les indices. Alors les indices, comme vous le savez, je continue plutôt d'avoir une casquette vendeuse, notamment sur le Dow Jones, sur lequel j'ai pris une petite position hier. Alors je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus expéditif que ça, ok. C'était plutôt un scalp hein, de base hein, sur le Dow Jones, et puis finalement on a quand même le cours qui se stabilise, là aux alentours des 38 350 points. Malgré ça, je reste convaincu que ma position est bonne, d'accord. Donc on va rester dans cette optique vendeuse, un petit peu comme on l'avait fait la semaine dernière, hein, rappelez-vous, ça a mis un petit peu de temps dans un premier temps, et puis après ça avait été très très rapide pour aller chercher tous nos TP, donc là l'objectif est sensiblement le même. Maintenant attention, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est une position qui est très 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 risquée, ok. Moi je travaille ici vraiment avec une petite taille de position, et avec un SL, vous le voyez, qui est relativement serré, d'accord. Ça c'est pour le Dow Jones. Du côté du Nasdaq, on est sensiblement dans la même idée, mais sauf qu'on est sur des unités de temps beaucoup plus grandes. On est sur du 4 heures. Comme prévu, on est revenu travailler la zone de polarité des 17 800 points, sur laquelle on a été rejeté pour le moment. Donc on a fait une première entrée short. Là aussi, petite size de position, parce que c'est un trade qui est très très risqué. Et un SL, là aussi, très 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 serré. On va attendre des confirmations supplémentaires pour augmenter notre taille de position et pour renforcer ce trade à la vente lorsqu'on aura davantage de certitude. Okay, là aussi, pas un conseil en investissement, ça reste une position risquée, donc faites attention à vous. Le seul que je ne touche pas, je vous l'ai expliqué, c'est le S&P 500 qui est pour moi, contrairement aux autres, beaucoup plus bullish, qui est dans une belle structure haussière, qui a lui réussi à réintégrer cette structure. Donc pour le moment, je ne suis ni à l'achat ni à la vente sur le S&P 500, mais je le trouve un petit peu plus haussier quand même que les deux autres. Du côté européen, désormais, eh ben, c'est toujours la même chose. On est toujours en train de travailler le CAC et le DAX à la vente, d'ailleurs, qui sont revenus sur des niveaux de résistance importants sur lesquels ils sont rejetés. Et le FTSE, je vais y arriver, sur lequel on réfléchit peut-être à nous positionner à la vente, mais il n'y a rien de sûr pour le moment. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'attends vraiment une structure de retournement pour pouvoir short, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Donc c'est une idée de trade que l'on a là pour le moment, mais absolument pas une position qui est en cours, d'accord. Donc je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord si on prend une position ou pas. Peut-être que on n'aura aucune confirmation et que le FTSE va continuer de monter et donc on ne se positionnera pas, ou au contraire peut-être qu'il va partir directement vers le bas sans nous et qu'on n'aura pas l'opportunité de se positionner. Ça c'est trop tôt pour le dire, mais je vous tiendrai au courant. Voilà pour la partie indice. Du côté du Forex, désormais, je suis toujours donc à la vente sur Euro-USD. Alors là, j'ai pris une première petite position, on va dire, à court terme, étant donné qu'on est venu tester cette zone de polarité, cette résistance en 4 heures sur laquelle on a été rejeté. En plus, bon bah voilà, vous voyez bien que on a beaucoup de liquidités à revenir chercher sur tous ces lots. Ok. Et puis mon objectif, au vu du comportement haussier du dollar américain, ça serait plutôt à moyen terme de revenir chercher ce bad range daily sur Euro-USD, d'accord, en direction des 1.05. Puisque oui, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur le marché des devises, pour moi le dollar américain reste dans un momentum qui est totalement haussier pour le moment. Alors évidemment on fera attention aux différents catalyseurs macro qu'on aura cette semaine, à commencer par le FOMC, et notamment le discours de Powell demain soir, qui nous donnera des indications sur tout ça. Mais pour le moment, je garde une casquette acheteuse, enfin plutôt haussière, sur le DXY en ce moment. D'accord ? Ça c'est très très important de le comprendre parce que ça influe aussi sur, enfin ça découle en fait sur l'ensemble de nos positions sur les différents marchés et sur les différentes classes d'actifs. D'accord ? Voilà pour le Forex. C'est essentiellement ça que je travaille pour le moment. Du côté des matières premières maintenant, pas de changement. Du côté du pétrole, on attend toujours la mise en place de ce scénario avec un retour vers les 80 points pour aller chercher de la continuation haussière vers les 87,
voire vers les 90 points sur le cours du baril. Et du côté du gold, alors comme je vous l'ai expliqué, je suis sorti de mes positions actuellement sur le gold, je n'ai plus de trade en cours. J'avais un peu moins de lisibilité, un peu moins... j'avais une lecture de marché sur le gold qui était un petit peu moins claire. Je commençais à avoir un peu trop de contre-indications, donc j'ai pris la décision de sortir de mes positions, de repartir sur une base neutre, ok. Donc pour le moment, je suis en phase de réflexion, en phase d'observation. Et pareil, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant si jamais je me repositionne à l'achat ou à la vente, ou si au contraire, je ne fais rien. Donc pour ne rien louper, je vous invite, comme d'habitude, à venir dans le serveur Discord. Voilà pour la partie marché traditionnel. Alors je ne l'ai pas précisé, mais évidemment tous les événements importants de la semaine, on les suivra en live, hein, comme d'habitude. Et désormais, on va pouvoir se tourner du côté du marché crypto. Alors on a un marché crypto qui avait été plutôt à la hausse hier, qui avait plutôt réagi à la hausse hier, mais qui est en grosse difficulté ce matin. On le voit avec un Bitcoin qui continue de corriger et qui semble bien parti pour aller chercher nos targets, les targets que l'on s'est fixés depuis un moment maintenant, c'est-à-dire les 59 000 $. Maintenant, ce matin, moi je voudrais m'attarder pas forcément sur Bitcoin, mais plutôt sur Ether. Pourquoi? Parce que Ether, à nouveau, est très très décevant. Il nous a fait un superbe rebond face à BTC la semaine dernière et ce week-end. Mais à nouveau, il est venu tester, mais en étant rejeté sur sa résistance weekly. Donc là, on est sur la paire Ethereum-BTC. On a été à nouveau rejeté. Et c'est ça le problème d'Ether, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à prendre le relais sur le marché, à prendre le relais sur Bitcoin. En fait, il le fait de manière temporaire, mais très très rapidement, ça vient s'essouffler. Alors, c'est dû aussi à une dominance du Bitcoin qui reste particulièrement haute, hein, ça c'est évident. Mais voilà, Ether qui est beaucoup plus faible. Et c'est la raison pour laquelle je me suis positionné à la vente sur Ethereum, d'accord. Alors, j'ai pas un prix d'entrée qui est parfait. J'aurais bien voulu rentrer un petit peu plus haut. C'était une position qu'on avait travaillé ensemble, mais du coup, je me suis positionné. Et pour le moment, c'est un trade qui se passe merveilleusement bien. Là, clairement, on est bearish et l'objectif pour moi va être de venir récupérer les 2700 $. Alors, attention, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, ce que je vous montre. Surtout que là, le prix d'entrée n'est plus du tout bon actuellement. D'accord? Donc, c'est clairement pas le moment de rentrer. Mais ceux qui sont dans le premium, par contre, toutes ces opportunités-là, ils les ont en direct. Au moment où moi je rentre en position, eh bien je les préviens directement. Donc eux peuvent suivre ça au fur et à mesure et sans délai. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais du coup, plutôt une optique baissière sur Ethereum qui est beaucoup plus faible que BTC actuellement selon moi. Et donc naturellement, ce qui devrait emmener les alts encore plus bas. En tout cas, certains d'entre eux. Alors, attention, les alts, il y en a certains qui sont sur des niveaux de prix encore très intéressants pour faire du rechargement à moyen terme. Je pense par exemple au FTM, c'est le cas aussi du fil, ça peut être le cas aussi du TIA ou encore du Link. Maintenant, n'injectez pas toute votre liquidité d'un coup, d'accord? Faites-le progressivement. Voilà, on est sur des niveaux intéressants. Vous pouvez faire un premier rechargement, mais tout en gardant de la liquidité disponible, si jamais on vient travailler des niveaux un petit peu plus bas. Donc voilà, il faut vraiment avoir ce mode de réflexion-là, et surtout pas se précipiter à l'achat. En ce moment, un alt que je surveille particulièrement, c'est le Tao, donc qui est revenu sous les 500 $, et même aujourd'hui sous les 400 $, qui est sur une zone de support très 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 importante. Alors voilà, pour ceux qui ont des convictions assez fortes sur le Tao, ça peut être des premières zones de rechargement intéressantes. Maintenant, attention, si ce niveau de support ne tient pas, alors c'est fort probable qu'on vienne chercher beaucoup plus bas sur le Tao. Moi, c'est un projet sur lequel j'étais rentré à 30 $ environ. Donc forcément, là, je considère que c'est des prix d'entrée qui sont encore un petit peu hauts. Mais si jamais on vient passer sous les 300 $, eh ben, ça sera des niveaux de prix sur lesquels je pourrais me permettre un rechargement beaucoup plus important. Là où, en fait, pour le moment, je vais recharger, mais avec des tailles de position qui vont être beaucoup plus petites. D'accord? De toute façon, si vous voulez un petit peu plus d'indications sur les alts intéressants à recharger ou pas, en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction de votre portefeuille, n'hésitez pas aussi à venir nous poser les questions dans le serveur Discord comme d'habitude. Mais il y a vraiment des choses très très intéressantes en ce moment à faire sur les alts. On voit aussi Atom ici qui revient sur son support. On a aussi UOS qui est actuellement sur son gros support weekly. On a pareil sur Alph qui revient à nouveau sur cette zone des 2 $. Donc il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes à faire en ce moment sur le marché. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous injectiez
toute votre liquidité maintenant dans le marché parce qu'on peut aller bien plus bas. Comme je vous l'ai dit, Bitcoin pour moi est bien parti pour aller chercher les 59 000, mais c'est pas impossible non plus qu'il aille jusqu'à 53 000. Donc là, si on va chercher ces niveaux de prix, on aura probablement des alts qui vont saigner beaucoup plus fort. Donc il faudra faire attention à tout ça. Pour revenir à Bitcoin, donc comme je le disais, il n'y a pas de gros changements. Moi, j'ai toujours une optique baissière. Les datas d'order flow et l'order book me confortent toujours dans ce scénario baissier pour le moment. Maintenant, ça ne veut pas dire allez-y all-in à la vente, surtout pas. Mais voilà, vous connaissez un petit peu mon biais et mon scénario. Maintenant, il n'a pas tant changé depuis environ une semaine. Voilà, et puis au-delà de ça, il faudra surveiller forcément la situation sur les ETF. On va surveiller aussi le Max Pain Price pour la fin de semaine. Alors Max Pain Price qui pour le moment est à 64 000 $, ce qui pourrait peut-être limiter un petit peu la casse. On verra comment ça va se comporter d'ici là. De toute façon, on vous tiendra au courant de tout cela. Je vous invite bien évidemment les amis aussi à aller voir toutes les vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc vraiment pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi que notre tout premier e-book totalement gratuit est désormais disponible. Vous pouvez le télécharger, vous avez le lien en description. Et puis, pour ne rien louper des lives de la semaine, voilà, vous avez le planning, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, vous aurez toutes les informations nécessaires pour ne rien manquer les amis. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à me le faire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.